de Yvan Rioufol ce soir, c'est Ingrid Riocreux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé de lettres. Je rappelle 2 de vos livres. On peut vous lire, Ingrid Riocreux, La langue des médias, Destruction du langage et fabrication du consentement. L'autre livre, ce sont Les marchands de nouvelles et c'est sur les pulsions totalitaires des médias. C'est publié chez L'Artilleur. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Yvan, pourquoi avoir invité ce soir Ingrid Riocreux dans Les Points sur les i? Parce que c'est un expert du langage médiatique. C'est un esprit libre, un esprit très pertinent qui décortique assez bien tous les conformismes, et Dieu sait s'il y en a dans notre profession, tous les suivismes, et qui met le doigt en général sur les faiblesses et sur ce que ne dit pas le discours commun. Et ma première question serait de vous entendre dans le fond sur cette crise sanitaire que l'on décrit avec toute cette propagande, enfin, de mon point de vue, qui ressemble beaucoup à une propagande, vous me direz si c'est vrai ou pas, et qui est qualifiée souvent, et je le fais également parfois aussi, de dictature sanitaire. Est-ce que ce terme de dictature sanitaire est quelque chose qui vous paraît conforme à ce que vous observez vous-même ? Peut-être commencer par dire à quel point est horripilante la réaction des gens qui contestent cette notion de dictature sanitaire. C'est-à-dire qu'on entend des choses du genre vous parlez de dictature sanitaire, allez voir en Corée du Nord, là vous verrez une vraie dictature. En général, ce qu'on entend. Voilà, exactement. Mais comme si, en fait, tant qu'on n'en est pas à la situation de la Corée du Nord, on n'a pas à se plaindre. Ou alors, le jour où on passera en dictature, en fait, on nous préviendra la veille, on nous dira attention, demain on passe en dictature. Non, moi je trouve que c'est intéressant de penser, par exemple, à ce qu'écrit la philosophe Simone Veil. Elle dit que dans un régime de liberté, en fait, la contrainte est toujours justifiée, compréhensible et cohérente. Voilà. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, le traitement de cette crise sanitaire par le pouvoir relève typiquement de l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu affaire en permanence à des consignes contradictoires, incohérentes. Et pourtant, nous acceptons plus ou moins d'être complices de ça. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à aller au restaurant ou au cinéma, eh bien, on va s'accommoder de consignes qu'on juge absurdes. Mais bon, finalement, on s'en accommode. Et c'est peut-être là que commence effectivement la dérive totalitaire dont nous acceptons donc d'être complices. Et puis je rappelle aussi, puisque moi ce qui m'intéresse c'est les discours, je rappelle ce diagnostic très intéressant du professeur Philippe Breton qui dans La parole manipulée écrit qu'il n'y a pas de différence de nature entre propagande en démocratie et propagande en dictature. Finalement c'est la rhétorique tout ça, c'est Aristote, c'est Cicéron, c'est Quintilien, il n'y a pas de différence de nature. Et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que le risque du mensonge, le risque de l'exagération, finalement, il est tout le temps là. Quand on nous dit ce slogan on peut débattre de tout sauf des chiffres, je suis désolée, mais c'est faux. Bien sûr qu'on peut débattre des chiffres, même si, justement, il faut en débattre. Depuis le protocole qu'on utilise pour les établir, jusqu'à l'interprétation qu'on en fait, le fait qu'un chiffre en lui-même ne veut rien dire, quelle proportion représente-t-il, etc. C'est quand même des questions que l'on doit se poser, justement, quand on est un esprit libre. Et puis juste, peut-être un mot sur le traitement médiatique, parce que vous avez commencé par dire que j'étais experte, je ne sais pas si je suis experte, mais il y a quand même des scandales dans cette crise sanitaire. Par exemple, quand on voit la manière dont on a parlé des manifestations anti-pass, on a commencé par dire... ils exagèrent, ils disent Macron égale Hitler, c'est de l'outrance. Bon, c'est le principe d'une manifestation d'être dans l'outrance, de toute façon. Et puis après, on dit ils ont prononcé le mot Hitler, donc c'est des nazis. Voilà, pour moi, un anti-vax qui brandit une croix gammée faite avec des seringues, c'est pas un nazi, c'est justement censé être l'inverse. Voilà, on peut pas dire qu'ils arboraient des symboles nazis. Enfin, il y a eu des choses comme ça assez surprenantes. Et qu'est-ce que cela dit de notre société, ce renoncement collectif à s'opposer à cette propagande sanitaire, à cette dictature sanitaire? Et qu'est-ce que cela dit également de notre société, cette absence de contre-pouvoir, ou en tout cas d'avoir vu des contre-pouvoirs qui ont avalisé, je parle du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des médias, qui ont avalisé cette parole gouvernementale qui était une parole unilatérale. Qu'est-ce que cela dit de ce que nous sommes devenus ? Alors ça, c'est quand même, on va faire des grands diagnostics, mais on peut dire qu'effectivement, en fait, c'est assez naturel que dans des situations qui sont inédites, qui sont inquiétantes pour tout le monde,
on ait ce réflexe finalement de s'en remettre à l'autorité suprême. Voilà, ça explique sans doute aussi les bons sondages d'Emmanuel Macron. C'est assez naturel comme réflexe. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait attendre des médias plus de distance. Moi, je me souviens de ce mea culpa finalement très honnête qu'avait fait une journaliste d'une grande radio d'information. C'était la responsable du service santé et elle disait rétrospectivement, hein, elle le disait en mai 2020, nous nous sommes dit mince, sur l'affaire des masques, nous avons uniquement relayé la parole gouvernementale. C'était un mea culpa très honnête. Elle le faisait à l'antenne dans une émission du médiateur de Radio France. Et finalement, c'était assez révélateur de ce qui a continué d'être la posture des médias. C'est ça qui est intéressant, évidemment, dans cette histoire. Et on peut parler aussi, j'aime bien toujours voir la hiérarchie de l'information, mais actuellement, on parle beaucoup du scandale Raoult, par exemple. Pourquoi, à chaque fois qu'on parle du scandale de Didier Raoult, voilà, du fait qu'il aurait fait du charlatanisme, etc., pourquoi on ne rementionne pas le scandale du Lancet aussi ? On pourrait, pour faire bonne mesure, quand même reparler de ce scandale-là, quoi. Une étude complètement bidon, reconnue comme bidon, sur la base de laquelle on a instruit le procès du professeur Raoult, sur la base de laquelle même le ministre a imposé des restrictions dans la prescription de l'hydroxychloroquine. Mais toutes ces conséquences qu'on a tirées d'une fausse étude, on n'est jamais revenu dessus. Voilà, donc dans la hiérarchie de l'information, dans le fait de revenir sur une information qui s'est révélée fausse, là, il y a des vrais questionnements sur la méthodologie, la déontologie de l'information. Est-ce que ceux qui font l'analyse, et dans le fond je pourrais en faire partie, que nous assistons à l'effondrement du politiquement correct, ne se trompent pas dans le fond dans leur diagnostic à voir que le sanitairement correct, au contraire, s'est réveillé et que à travers le discours officiel, c'est tout le discours médiatique qui s'est plié à nouveau par convention et donc par conformisme et par sanitairement correct à ce que l'on croyait être une sorte de libération de la parole. Est-ce que cette libération de la parole n'est pas un leurre, dans le fond ? Oui, vous pensez qu'il y aurait une espèce d'effacement progressif du politiquement correct qui n'arrive plus à tenir Oui, c'est une analyse que l'on peut faire, de voir qu'en effet, le flot de paroles libérées, notamment par Zemmour, mais on y reviendra peut-être, mettrait à bas le politiquement correct, mais en même temps, on se rend compte que sur le sanitairement correct, au contraire, c'est une sorte de mur inébranlable qui s'est construit. Oui, sans opposition. Alors sur le sanitairement correct, moi je pense encore une fois que ça s'explique beaucoup par les circonstances. C'est un réflexe très, très naturel de faire bloc. Bon, voilà. Mais oui, le politiquement correct, je pense que ce qui expliquait sa force, qu'il l'explique encore, parce qu'il tient quand même bien, hein, ce qu'on appelle parfois la bien-pensance. C'est avant tout que c'est un discours qui est... c'est Laurent Fidès, le philosophe, qui parlait d'un discours intimidant. C'est-à-dire qu'on sait que quand on s'en éloigne, quel que soit le sujet d'ailleurs, on va être taxé de dérapage. Donc c'est un discours qui est intimidant. Vous croyez et que en ça même marche temps, encore, ça, cette alors justement, je pense qu'avec Zemmour, on en reparlera si vous voulez, c'est peut-être en train de tomber. Mais il y a aussi une autre raison sur laquelle on n'insiste jamais assez. Ce qui fait la force du politiquement correct, ou de cette bien-pensance, parce que c'est très idéologiquement marqué de dire politiquement correct, c'est que c'est un discours qui est rassurant. En fait, nous l'adoptons, nous comprenons couramment ce code, nous l'adoptons, nous le pratiquons, parce que c'est un discours qui nous convient, qui est lénifiant, qui adoucit des réalités qui peuvent faire peur. Enfin, quand vous pensez à des articles, par exemple, qui s'appellent La religion s'invite dans l'entreprise. Voilà, c'est assez mignon. Hein. Coucou, me voilà, dit la religion. C'est personne, c'est même pas une religion en particulier. On a la personnification d'une idée abstraite, et puis cette personnification avec le verbe s'invite, hein, qui est assez euphémistique aussi. Ça évite de parler de ce qui est en fait une espèce de terrorisme du quotidien visant une mise au pas des consciences par un islam militant. Voilà, quand on dit les choses comme ça d'un seul coup, alors là, on n'est plus du tout dans le politiquement correct et la réalité vous saute au visage. Donc c'est un parti pris d'expression qui en fait nous convient un petit peu à tous, hein, au-delà du domaine médiatique, parce que le politiquement correct adoucit des réalités qui sont un peu gênantes. Et en même temps, Éric Zemmour, vous l'avez un peu suggéré, tient son audience du fait que lui ne respecte pas les codes et qu'il est précisément... Oui. Qu'il a pris un marteau et qu'il essaie d'ébranler et de casser ce mur du politiquement correct. Oui, alors moi je verrais en fait Zemmour comme un pôle sur... En fait, je verrais deux mouvements qui actuellement sont en train de détruire le politiquement correct, ou en tout cas lui nuisent d'une certaine manière. Le deuxième pôle, c'est Zemmour, mais le premier, c'est peut-être justement plutôt le wokisme, qui est une sorte de radicalisation du discours, un discours qui est d'un seul coup beaucoup plus violent, beaucoup plus fort, et qui ne tolère plus
cet adoucissement des choses qui était la définition même du politiquement correct. Et dans l'autre sens, l'autre pôle de cette contestation du politiquement correct, c'est aussi un pôle de radicalité d'ailleurs, c'est le discours de Zemmour, qui lui se veut porteur d'une espèce de dérapage permanent. Je crois que c'était Cohn-Bendit qui disait Zemmour dérape sans cesse, et qui d'une certaine manière, en faisant ça, a ringardisé la notion même de dérapage, en refusant totalement de se plier aux attendus lexicaux, finalement, de la parole officielle, de ce discours qui est une espèce de code qui filtre le réel. Et dans cet unanimisme médiatique, de cette pensée, dans cette sorte de pensée unique qui persiste, quel rôle peuvent jouer, selon vous, les médias alternatifs, ceux qui contournent justement les grands médias, ceux qui permettent de s'exprimer sur le web, sur l'Internet, etc. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est... Je dirais quand même qu'ils ont le mérite d'exister. Ça, c'est vrai que c'est très bien. Et puis, ils ont créé ils ont brisé le monopole, en tout cas, des grands médias. Et rien que ça, c'est bien. De manière générale, c'est le cas de tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Après, on peut dire tout le mal qu'il faut de ces espèces de lieux de déchaînement de la haine aussi, que sont les réseaux sociaux. Mais tout ce qui peut briser le monopole de la parole médiatique dans son homogénéité est salutaire. Vous incluez CNews dedans ou pas? Moi, je vous ça dépend des gens qui sont sur CNews. Voilà. Ça dépend des moments où je regarde CNews. Je trouve aussi que parfois on assiste sur les médias alternatifs à une espèce de mimétisme des grands médias. Et on va retrouver des citations tronquées, par exemple, une espèce de caricature de la pensée de l'autre qui va tomber dans justement des considérations un peu outrancières. Donc on retrouve aussi ces choses-là en symétrique. Et ça, c'est toujours regrettable parce que justement, ce sont des médias qui, par exemple, m'invitent pour critiquer les grands médias et pour se donner une caution morale en faisant ça, alors que justement, parfois, ils ont tendance à reproduire les mêmes procédés. Il y a un procédé qui est maintenant très en vogue également dans les médias conventionnels, c'est celui du fact-checking, c'est-à-dire que les médias reprennent une information portée par les médias alternatifs ou par des opposants ou des dissidents pour essayer de la décortiquer et de montrer qu'il y aurait dans ces informations des désinformations ou du complotisme, pour reprendre ce mot à la mode. Quel est le regard que vous portez sur ce fact-checking-là? Est-ce qu'il est vraiment porteur d'une vérité ou est-ce qu'il tombe lui aussi dans les travers qui portent les médias aujourd'hui, enfin une partie des médias? Une espèce de manie de la vérification. Moi, ce que je remarque, c'est que déjà, elle est très sélective. Il y a quelque chose qui est assez frappant, par exemple, c'est que les médias laissent exister et proliférer des idées très fausses sur la pensée d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on va laisser dire, sans jamais rectifier, qu'il va rebaptiser les gens, les obliger à changer de prénom. Voilà. Donc, lui, il est tout le temps fact-checké, mais on ne rectifie jamais les fausses opinions qui circulent à propos de sa pensée à lui. Et puis, cette propension à faire du fact-checking, ça nous dit aussi beaucoup sur quand même l'idée que les journalistes se font d'eux-mêmes comme détenteurs de la vérité. Enfin, on l'a vu dans le débat Mélenchon-Zemmour. Il y avait le moment du fact-checking, c'est-à-dire on les a laissés mentir. Maintenant, on intervient et on rétablit le vrai. Voilà, avec toutes les nuances qui devraient être apportées, quoi. Par exemple, sur la valeur des chiffres, sur la manière dont on les établit. Pourquoi est-ce que la fact-checkeuse, dans ce fameux débat, a le droit de citer Hervé Lebras comme parfaitement objectif, mais pourquoi Zemmour, lui, n'a pas le droit de citer Charles Prats? Enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Et puis, cette position en surplomb, cette position de juge qui met vraiment le journaliste en arbitre du vrai et du faux. Est-ce que vous croyez que l'opinion est dupe de ces jeux médiatiques-là, ou est-ce qu'au contraire, les Français ont bien vu, dans le fond, quelles étaient les failles du discours officiel et les failles des médias? D'ailleurs, je pense que vous conviendrez avec moi que comment vous dire, le rejet des médias par l'opinion reflète précisément le fait que ces médias-là ne sont plus crédibles pour beaucoup. Oui, absolument. Après, la conséquence de cela, qu'il faut quand même déplorer, c'est que normalement, par exemple, Internet, ça aurait dû lever toutes les barrières, ça aurait dû faire que, justement, on peut aller sur des sites Internet qui diffusent des informations qui ne sont pas celles qui partagent notre pensée. Voilà, on pourrait aller voir le monde à travers les yeux de l'autre. C'est fascinant. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une énorme communautarisation de l'information. Nous allons tous voir nos petits sites Internet qui nous conviennent, dans lesquels on est une espèce de... Qui nous rassure. Il y a un confort idéologique qui fait qu'on n'est plus du tout dans un exercice de l'esprit critique. Voilà.
Mais est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça intéresse encore les Français d'avoir des faits? C'est-à-dire que quand le journaliste fait son travail, c'est-à-dire dit « je vous présente des faits », même les faits parfois sont contestés justement par les téléspectateurs ou par les lecteurs de journaux. On en arrive là. Vous comprenez c'est-à-dire que le travail du journalisme, c'est de donner des faits. Or, quand on fait le travail honnêtement et correctement, c'est-à-dire voilà, on éditorialise ou on vous donne une opinion, mais à partir de faits qui sont bien établis, on en arrive à travers ce que vous racontez à des personnes qui vont contester même les faits, même les études. Oui. Même si en fait cette distance critique elle est aussi nécessaire. Enfin, il faut toujours rappeler par exemple que les faits ne parlent pas. Voilà. À partir du moment où il y a une information, en fait il y a un habillage du réel avec sélection, hiérarchie, mise en forme, tout ça, c'est voilà, tout ça, ça doit ouvrir la porte à une saine critique. Autrement dit, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes d'accord avec la méfiance qui peut s'installer, la défiance vis-à-vis du travail des journalistes aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. C'est légitime d'après Mais en fait, pourquoi est-elle légitime? Parce qu'en face, il y a une crispation justement des journalistes sur cette espèce de posture de vérité. Et donc, c'est là qu'on aboutit à cette espèce de méfiance épidémique. La posture de donneur de leçons. Exactement, voilà, c'est ça. Diriez-vous que nous vivons dans une démocratie qui respecte totalement la liberté d'expression, ou la voyez-vous malgré tout sous surveillance, comme moi je la vois? Je pense qu'en fait, cette histoire de liberté d'expression, elle est surtout liée à ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parle de politiquement correct comme discours intimidant, et quand au début de notre échange, je parlais de la manière dont nous acceptons d'appliquer des consignes absurdes, c'est en fait jusqu'à quel point acceptons-nous, de nous surveiller, de nous censurer. C'est là que ça commence en fait. Est-ce que je vais vraiment dire les choses telles que je les vois, telles que je les pense, ou est-ce que j'essaye de m'adapter aux attendus d'une espèce de pression sociale, d'une espèce de consensus médiatique? C'est là que se pose en fait la question réelle de l'existence d'une liberté d'opinion. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans